Bonjour à tous. À la une, plusieurs sujets au centre du dernier conseil des ministres 2018 tenu hier à Yamoussoukro, dont le prix Borchamp du kilogramme du café pour la campagne 2018-2019. Dans ce journal, l'essentiel de cette réunion présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président rwandais Paul Kagame en visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Une rencontre en tête-à-tête avec le chef de l'État Alassane Ouattara est prévue. Dans cette édition, l'historique des relations bilatérales. Enfin, une ambulance pour l'hôpital mère-enfant de Bergeville. La première dame Dominique Ouattara a réceptionné les clés. C'est un don du Fonds des Nations Unies pour la population. Soyez les bienvenus. Le prix du kilogramme du café fixé à 700 francs CFA Borchamp pour la campagne 2018-2019. La levée de l'incompatibilité entre les fonctions de ministre et de président de conseil régional. Ce sont là les questions abordées entre autres hier lors du dernier conseil des ministres 2018 à Yamoussoukro dans le centre du pays. Réunion présidée bien entendu par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plus de détails avec Abiba Dambélé-Saoué. C'est le dernier conseil des ministres de l'année 2018. Il se tient seulement 48 heures après la tenue des élections partielles dans 6 communes et 2 régions du pays. Actualité oblige, le conseil a dressé un bilan du scrutin du 16 décembre. Les opérations électorales partielles du dimanche 16 décembre 2018 se sont déroulées dans le calme dans la quasi-totalité des circonscriptions électorales concernées, à l'exception des communes de Port-Boué et de Grand-Bassam, où elles ont été émaillées de quelques incidents très tôt circonscrits par les forces de l'ordre. Ces élections ont retenu les dossiers de 10 listes de candidatures au régional et 27 listes de candidatures au municipal issues du RHDP, du PDCI-RDA et de candidats indépendants. À l'issue du scrutin, ont remporté, au titre des élections des conseils régionaux, le RHDP, une région, celle du Lodjibois, liste indépendante, une région, celle du Guémont. Au titre des élections des conseillers municipaux, le RHDP, 3 communes, celles de Bouko, de Grand-Bassam et de Rubino. Le PDCI, une commune, celle de Port-Boué. Les listes indépendantes, 2 communes, celles de Bingerville et de Lakota. Autre point relatif aux élus locaux évoqués lors de ce conseil, il concerne la présidence des conseils régionaux. Cette fonction est désormais cumulable à celle de membres du gouvernement. Une ordonnance modifiant le code électoral a été prise dans ce sens. Le Conseil a adopté une ordonnance modifiant l'article 25 de la loi du 1er août 2000 portant code électoral, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance lève l'incompatibilité entre la fonction de président de conseil régional et de celle de membre de gouvernement. Ainsi, tout comme celle du maire, la fonction de président de conseil régional peut désormais être exercée par le membre du gouvernement. Cette mesure vise à maintenir la cohésion et le fonctionnement régulier du conseil régional en toutes circonstances, notamment celle de la nomination du président du conseil régional en qualité de membre du gouvernement. Le gouvernement a aussi arrêté le prix Borchamp du café pour la campagne 2018-2019. Le prix garanti Borchamp du café pour la campagne 2018-2019 est fixé à 700 francs par kilogramme, ce qui correspond, il faut le relever, à 79% du prix CAF contre 65,53% durant la campagne précédente. Confirmant son ambition de devenir un hub énergétique dans la sous-région, la Côte d'Ivoire va se doter de 2 nouvelles centrales thermiques dans les années à venir. L'une sera construite à Azito et l'autre à Jacquesville. L'État a conclu en septembre 2016 avec Azito Énergie
un protocole d'accord pour la réalisation d'une centrale thermique additionnelle à cycle combiné Azito phase 4 de 253 MW sur le site de la centrale Azito installée dans la commune de Yopougon. Cette nouvelle centrale sera équipée d'une turbine à gaz de 179 MW et d'une turbine à vapeur de 114 MW pour une production annuelle de 2000 GWh. Le montant total des investissements s'élève à 225,8 milliards de francs CFA pour une projection en termes de création d'emplois établie à 2000 emplois directs et indirects en phase de construction et 10 emplois directs supplémentaires en phase d'exploitation. La centrale thermique à cycle combiné, Cyprel 5, prévue dans la commune de Jacquesville, est d'une capacité installée de 390 MW, composée d'une turbine à gaz de 260 MW et d'une turbine à vapeur de 130 MW pour une production d'environ 2876 GWh. Le montant total des investissements s'élève à 247,9 milliards de francs CFA pour une projection en termes de création d'emplois estimée à 2500 emplois directs et indirects en phase de construction et 100 emplois directs supplémentaires en phase d'exploitation. À retenir enfin la visite d'État de 48 heures qu'effectuera le président rwandais en Côte d'Ivoire dès ce mercredi et la participation du président Alassane Ouattara au sommet ordinaire de la CEDEAO qui se tiendra le 22 décembre prochain à Abuja, au Nigeria. Le Rwanda veut renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire et pour atteindre cet objectif, son président Paul Kagame effectue aujourd'hui une visite d'État de 48 heures à Abidjan. À noter que ces deux pays entretiennent depuis plusieurs années d'intenses relations. On en parle justement avec Mahama Traoré. La Côte d'Ivoire et le Rwanda, deux pays hier touchés par des crises militaro-politiques, mais aujourd'hui cités en exemple sur le continent pour leurs performances économiques. En 2017, le Rwanda, État de l'Afrique de l'Est, comptant 12,2 millions d'habitants, a connu un taux de croissance de 6,1%. La Côte d'Ivoire, elle, a confirmé son embellie économique de ces dernières années avec 7,8% de taux de croissance. Ces deux pays doivent ces performances au leadership de leurs chefs d'État que sont les présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Paul Kagame du Rwanda, mais surtout aux réformes économiques entreprises par leurs gouvernements respectifs, réformes marquées par l'amélioration continue du climat des affaires. Sur le plan de la coopération bilatérale, les deux pays ont encore du chemin à parcourir, bien que liés par un traité d'amitié de coopération et un accord de coopération culturelle, technique et scientifique signé le 30 janvier 1985, les échanges économiques et commerciaux demeurent faibles. En 2017, ils ont seulement échangé 81 millions de francs CFA de marchandises, dont 79 millions d'exportations pour la Côte d'Ivoire. Une ligne aérienne directe desservie par Air Côte d'Ivoire et Rwandair relie également Abidjan à Kigali depuis octobre 2016. Pourtant, ce ne sont pas les domaines de coopération qui manquent. La Côte d'Ivoire possède une riche expérience agricole. Quant au Rwanda, il tire son épingle du jeu en matière de salubrité, dans les TIC et dans la promotion du genre. En clair, des liens à renforcer pour le bien-être des peuples ivoiriens et rwandais, perspective prometteuse avec la visite d'État en Côte d'Ivoire du président Paul Kagame. Une ambulance pour l'hôpital mère-enfant de Bingéville. Ce don du Fonds des Nations Unies pour la population va permettre de renforcer et d'améliorer les conditions d'évacuation des malades. La première dame, Dominique Ouattara, a réceptionné les clés. Les précisions de Viviane Haïma. Inauguré et mis en service officiellement le 16 mars 2018, l'hôpital mère-enfant de Bingerville, après presque une année de fonctionnement, vient d'obtenir une reconnaissance au plan africain, traduite par ce don d'une ambulance offerte par le directeur régional de l'UNFPA, l'organe des Nations Unies pour la population, Mabeng Ngom, qui était entouré pour la circonstance des représentants de l'ONU-SIDA et de l'UNICEF. Le don a été réceptionné par la présidente fondatrice de Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a tenu à assister personnellement à cette remise.
L'hôpital mère-enfant de Bingerville est une infrastructure sanitaire entièrement conçue et réalisée par la Fondation Children of Africa sur fonds propres. Hôpital classé aux normes internationales de l'avis des autorités sanitaires de Côte d'Ivoire, il offre un large éventail de soins qui en fait une structure sanitaire de référence en matière de soins médicaux destinés aux couples mère-enfant. 200 consultations en moyenne sont enregistrées par jour. Avec une gestion de type privé mais ayant une vocation non lucrative, l'hôpital, selon son équipe dirigeante, compte au nombre de ses patients 25% d'indigents pris en charge gratuitement pour la totalité de leurs soins. Le directeur régional de l'UNFPA a félicité l'avènement de cette structure sanitaire qui vient relever l'offre de soins au plan sous-régional. Je voudrais vraiment dire combien nous sommes impressionnés par votre action qui, sur beaucoup de points, recoupe avec les priorités de notre organisation qui porte un peu sur la réduction à zéro des cas de mortalité maternelle. La visite que nous venons d'effectuer nous a permis de voir une parfaite synchronisation de nos actions. L'idée d'offrir cette unité mobile est vraiment un geste pour témoigner notre soutien à son action, notre soutien à l'ambition qu'elle a pour les populations d'Afrique, et nous pensons que c'est le début d'un partenariat avec la Fondation Children of Africa. La présidente fondatrice de Children of Africa s'est réjouie de l'audience croissante de l'hôpital mère-enfant auprès des populations. Elle a promis un bon usage du don qui a été offert. L'hôpital reçoit en consultation plusieurs centaines de patients par jour et depuis son ouverture, 264 accouchements y ont été effectués à ce jour. En outre, 25% de la patientèle est constituée d'indigents qui sont pris en charge et soignés quasiment gratuitement à l'HME. Notre objectif était de soulager les nombreuses familles démunies qui ne peuvent avoir accès à des soins de santé. À ce stade de mon propos, je voudrais remercier sincèrement M. Mabeng Ngom, directeur régional de l'UNFPA, qui, à travers l'organisation qu'il dirige, remet aujourd'hui à l'hôpital mère-enfant de Bingerville une ambulance tout équipée. Chers frères, je vous remercie pour ce geste de soutien à notre endroit. Cette ambulance supplémentaire permettra une plus grande capacité d'action. L'hôpital pourra ainsi intervenir plus efficacement auprès des populations, même celles qui sont les plus éloignées. Le directeur régional de l'UNFPA et sa délégation ont par ailleurs effectué une visite guidée des différents services et installations de l'hôpital. Bientôt la fermeture du centre hospitalier universitaire de Yopougon pour des travaux de réhabilitation. Annonce faite récemment par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique lors des journées portes ouvertes organisées par le collectif des chefs de service du CHU de Yopougon. Il s'agissait de présenter au grand public les différents pôles de compétences qui existent dans cet établissement sanitaire. C'est un reportage de Herman Yamia. Le centre hospitalier universitaire de Yopougon s'ouvre au grand public. Des journées portes ouvertes, non pas pour des visites guidées dans les chambres et les services, mais plutôt pour présenter aux populations les différents pôles de compétences qui existent dans cet établissement sanitaire. Beaucoup de personnes ne savent pas réellement les services spécifiques à ce CHU. Nous avons environ 4 grands services véritablement uniques dans ce CHU, que sont, n'est-ce pas, l'hématologie clinique, la néphro pédiatrique, vous avez également la rééducation fonctionnelle, vous avez également la neurochirurgie. Ouvert au public le 10 février 1990, le CHU de Yopougon compte parmi les hôpitaux publics les plus récents d'Abidjan. Cependant, il est beaucoup critiqué. N'ayant pas été conçu à l'origine pour être un hôpital universitaire, ses urgences sont jugées exiguës, inadaptées, sous-équipées et sous-entretenues. Le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé sa fermeture pour une réhabilitation complète. Le CHU de Yopougon apparaît pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique comme
une structure capitale dont la réhabilitation et la mise aux normes est absolument nécessaire pour lui permettre d'accomplir pleinement son rôle, de jouer sa partition. Mais la question de fermeture momentanée ou partielle est posée. Cette situation ne manque pas évidemment de nous interroger sur le devenir de certains patients des services de neurochirurgie, d'hématologie clinique, de rééducation fonctionnelle, de néphrologie pédiatrique, mais les questions de prise en charge également des drépanocytaires qui n'existent nulle part ailleurs en Côte d'Ivoire. Ces journées portes ouvertes ont été l'occasion pour les initiateurs de célébrer les 10 ans d'existence de l'unité de néphrologie pédiatrique. La première responsable de ce service a plaidé pour une subvention de l'État pour faciliter la prise en charge des malades. Nous demandons aujourd'hui l'aide, l'accompagnement, la subvention de l'État de Côte d'Ivoire qui offre aux adultes de la dialyse à 1750, tandis que l'enfant est encore à 80 000. Sur 30 enfants qui arrivent en pédiatrie pour des soins de néphrologie pédiatrique, seulement moins de 10 à peu près accéderont aux soins par manque de moyens financiers. En 10 ans d'existence, l'unité de néphrologie pédiatrique a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers, ce qui lui a permis de prendre en charge des dizaines d'enfants malades du rein. Dans la commune d'Abobo, un autre établissement sanitaire jouit déjà d'une rénovation complète. Il s'agit du centre de santé urbain de Agoueto, PK18. La cérémonie officielle de remise des clés s'est déroulée le 17 décembre dernier en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele. Les précisions de Franck Kouadio. Le centre de santé urbain à base communautaire d'Agoueto PK18 dans la commune d'Abobo n'avait pas connu de réhabilitation depuis plus de 15 ans. C'est maintenant chose faite. L'établissement a reçu les clés des mains du ministre en charge de la santé après 6 mois de travaux. Objectif visé, relever le plateau technique et accroître l'offre des services médicaux. Au vu de la vétusté de certaines de nos infrastructures sanitaires qui ont souffert de la décennie de crise, vous conviendrez avec moi qu'il est plus que nécessaire de mobiliser des ressources supplémentaires pour tous les niveaux de la pyramide sanitaire afin de rehausser le niveau d'ensemble. C'est le début d'une série de remises de clés à 85 établissements sanitaires réhabilités pour un coût global de 7 milliards de francs CFA. Un financement de la Banque mondiale dans le cadre de la PRSE, projet de renforcement du système de santé de réponse aux urgences épidémiques lancé en mars dernier par le gouvernement. C'est une grande joie pour moi de recevoir les clés de ce joyau. Cela va dans le sens de la vision du maire qui entend travailler pour améliorer les conditions de vie des populations tous les jours. On vient de nous faire une promesse tout à l'heure qu'on aura notre ambulance bientôt. On ne fait que dire merci au ministre. Dis merci au maire d'Abobo. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps. 25 districts sanitaires du pays sont concernés par ce vaste chantier de réhabilitation dans un contexte marqué par la généralisation de la couverture maladie universelle à partir de janvier 2019. Un tout autre sujet à présent, Moussa Sanogo devant les journalistes et blogueurs. Le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État a présenté récemment les avancées obtenues dans la gestion des finances publiques ivoiriennes. Ces entretiens se sont déroulés dans la commune du Plateau. Le point avec Jean-Luc Gbangbo. L'une des principales satisfactions du secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État est la dématérialisation de l'ensemble des opérations, aussi bien dans l'administration fiscale et douanière que des procédures de passation de marchés publics. La volonté d'aller vers davantage de dématérialisation pour faire en sorte qu'il y ait une célérité et davantage de transparence dans l'exécution de nos opérations. Pour l'instant, le système opérationnel d'une dizaine de ministères et nous pensons arriver assez rapidement à son extension à l'ensemble des ministères du gouvernement. La dématérialisation a ainsi permis, selon le secrétaire d'État, de réduire les délais de passation des marchés publics de 120 à 103 jours. Le taux d'accès des PME à la commande publique, lui, est passé de 16% à 42%. L'autre chantier auquel il devrait désormais s'attaquer est la mise en place d'un budget programme. Il nous faut
assez rapidement arriver à mettre en place un budget programme. Et nous allons faire une répartition par ministère et par institution. Le budget programme, sur 3 ans, vous avez tel niveau de ressources pour réaliser telle activité et vous en rendez compte de façon régulière. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'efficacité de la réalisation de nos programmes. Cette rencontre avec les médias a été l'occasion pour Moussa Sanogo de dresser le bilan de l'ensemble des activités réalisées au sein de son ministère, notamment de nombreuses réformes qui ont permis un environnement économique favorable à la pratique des affaires. La Côte d'Ivoire dans la lutte contre la corruption. Le pays a ratifié la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption le 14 février 2012. Alors, où en est-on 6 ans après? Les explications dans ce dossier de Cheikh Koné. Dans l'édition 2017 sur la perception de la corruption de l'ONG Transparency International, la Côte d'Ivoire est classée 103e sur 180 pays, contre la 136e place en 2013, soit un gain de 33 places. Une avancée certes, mais le phénomène de la corruption à la peau dure, selon les chiffres officiels, le pays continue de perdre un peu plus de 300 milliards de francs CFA par an. À l'échelle continentale, ce sont près de 27 500 milliards de francs CFA que les pays africains perdent chaque année, selon le rapport Mbeki. La corruption fait ainsi partie des principaux obstacles à la croissance d'un pays. Elle dégrade l'économie et tous ses compartiments, la santé, l'éducation et le coût de la vie. Quand ça impacte sur le coût de production, évidemment, c'est le client qui, au bout de la chaîne, paye. Donc la corruption, c'est un problème général. Une prise de conscience générale qui débouche sur l'internationalisation de la lutte contre la corruption. L'Afrique prend en main sa destinée et adopte en 2006 la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption de l'Union africaine, une déclinaison de la Convention des Nations unies. En 2012, la ratification de la Côte d'Ivoire est acquise. Le pays prend ainsi le pari d'impulser une nouvelle dynamique dans sa lutte. Au plan national, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un certain nombre d'instruments. Il y a par exemple 2 ordonnances qui sont devenues des lois, la 660 et la 661. La 660 qui porte justement sur l'ensemble des cadres juridiques qui luttent justement contre la corruption. Et puis la 661 qui définit le cadre fonctionnel de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui est l'organe que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place justement pour juguler justement ce mal-là. En 2013, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est créée. Elle est dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière quasi permanente. L'enjeu pour cette autorité est d'améliorer la transparence et la responsabilité dans la gestion publique. La société civile en attend plus. Mais nous, au niveau de la société civile, initialement, ce que nous avons voulu, c'était de faire en sorte qu'on puisse annexer à la haute autorité des instruments, des juridictions anticorruption pour traiter que des problèmes de corruption. C'était cela justement notre vision. La haute autorité n'est pas une juridiction. La haute autorité ne sanctionne pas en tant que telle. La haute autorité collecte, analyse, mène des enquêtes, constitue des PV qui serviront d'éléments entrant dans la décision du procureur de la République de poursuivre ou non de poursuivre. En 2018, 15 dossiers faisant l'objet d'enquêtes et d'ouverture d'informations judiciaires ont été transmis au procureur de la République. Pour la déclaration de patrimoine, qui est une des missions de la haute autorité, 85% des membres du gouvernement se sont soumis à l'exercice, 80% pour les présidents d'institutions et 85,53% pour les fonctionnaires chargés de la gestion des fonds publics. Outre la haute autorité pour la bonne gouvernance, le pays s'est doté de plusieurs structures de lutte, dont les plus connues sont la direction des marchés publics, l'autorité de régulation des marchés publics, l'unité spéciale de lutte contre le racket en douane et la brigade de lutte contre la corruption. Malgré la pluralité d'instruments de lutte, la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine en Côte d'Ivoire accuse un retard, selon plusieurs observateurs. Là où, effectivement, on pense que cette mise en œuvre est mitigée, c'est au niveau de certains actes. Par exemple, il y a un rapport qui doit être dressé annuellement à l'Union africaine pour dire comment le suivi se fait en Côte d'Ivoire, comment la mise en œuvre se fait. Ce rapport, il a été fait en 2015. Nous attendons que 2016, 2017 et 2018 soient faits. C'est très important. La Côte d'Ivoire a fait un effort, mais il faut poursuivre cet effort-là pour que demain, il y ait des réformes pour qu'elle puisse s'adapter. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire est en retard par rapport à tel ou tel autre pays. Non, je ne pense pas qu'il faut qu'on regarde ça de cette façon-là. La réalité, c'est que nous devons tenir compte des réalités de nos pays, des visions de lutte contre la corruption dans nos pays respectifs, des objectifs
et des capacités réelles du moment. Si la problématique de la corruption reste une question importante pour plusieurs économies, son lien établi avec le blanchiment d'argent rend la lutte éparse et complexe. La corruption précède le blanchiment. Un monsieur qui a fait un braquage, il a eu peut-être 50 millions, c'est de l'argent sale. Il ne peut pas aller déposer ça à la banque, il ne peut pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'il fait? Il construit une maison, il met la maison en location. La maison produit des loyers. Les loyers rentrent dans l'économie normale, on peut même payer à la banque, on peut payer, vous voyez un peu. Mais l'infraction initiale, qui était le braquage, et donc le fruit du braquage, est réintroduit dans l'économie formelle par le système du blanchiment. Que ce soit la lutte contre la corruption ou la lutte contre le blanchiment d'argent, la Côte d'Ivoire est signataire de la plupart des instruments internationaux. L'enjeu aujourd'hui, c'est de mettre en pratique ces outils afin d'amorcer une phase beaucoup plus répressive de la lutte. L'application intégrale des recommandations de la Convention de l'Union africaine va certainement faire bouger davantage les lignes. Autre actualité, l'Union économique et monétaire ouest-africaine veut créer une agence communautaire dédiée à la sécurité de l'aviation civile dans ses 8 pays membres, dont la Côte d'Ivoire. Des experts sont donc à Abidjan pour réfléchir sur ce projet. Leurs travaux se déroulent à Port-Boué, dans les locaux de l'Agence nationale d'aviation civile. Les explications de Francis Boifo. L'Agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile ACSAC de l'espace UEMOA va se créer en 2019 selon les experts du transport aérien réunis à Abidjan. L'ACSAC va remplacer le projet COSCAP UEMOA. Il assure un niveau élevé et durable de sécurité du système de transport aérien dans les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Les acquis après 13 ans de mise en œuvre. Assurer la supervision en termes de navigabilité, de ce qui relève de la sûreté. Un grand résultat, c'est que pour la qualité de ces services aujourd'hui, l'UEMOA, à travers le COSCAP, est à 68%, alors que la moyenne aujourd'hui africaine est de 48%. Le projet aide à certifier les aéroports. Sur les 8 aéroports internationaux, nous avons 5 qui sont certifiés, il en reste 3. Quand elle sera opérationnelle en 2019, l'ACSAC devra consolider ses acquis. En attendant, les experts tentent de trouver des solutions aux défis. D'assister les États qui ont parfois des insuffisances au niveau du personnel, de façon à ce que nous puissions tous avancer au même rythme. On doit s'attendre à un espace sûr, où les compagnies aériennes sont certifiées correctement, où les aéroports sont dans les normes et où les voyageurs voyagent en toute tranquillité. La 14e réunion du projet COSCAP UEMOA, une opportunité pour les responsables des structures en charge de l'aviation civile de l'UEMOA d'aborder toutes les questions qui pourraient empêcher la création d'une agence communautaire de gestion de la sécurité des vols. À noter ces chiffres importants, 5 aéroports internationaux de premier rang sont certifiés dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine sur 8. Il s'agit des aéroports, bien sûr, d'Abidjan en Côte d'Ivoire, de Lomé au Togo, de Bamako au Mali, de Niamey au Niger et de Dakar au Sénégal. Ces jours de vote aujourd'hui à Madagascar, environ 10 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président, soit le candidat Andry Rajoelina ou son adversaire Marc Ravalomanane. Les bureaux de vote ont ouvert à l'heure prévue, mais les populations ne se pressent pas. Merci de nous avoir suivis.